Je suis évidemment, moi, opposant au DSM, mais ça ne m'empêche pas d'être nuancé dans mes critiques, vous allez voir. Alors, le DSM, j'ai intitulé mon exposé « De la nouvelle langue à la novlangue ». Le DSM représente, à partir de sa version 3, c'est-à-dire la version la fin des années 70, des années 80, une véritable révolution épistémologique. On a souvent souligné les conditions sociales, anthropologiques, économiques, culturelles, politiques et corporatistes au sein de la psychiatrie qui ont amené les psychiatres américains à promouvoir un changement radical dans la conception des classifications des maladies mentales. Mais plus que le contexte, ce qui est important, c'est la teneur du changement, son contenu, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la critériologie opérationnelle et l'entrée des sciences statistiques. Ces deux phénomènes étant naturellement reliés par l'idée fondamentale de la fiabilité ou de la fidélité interjuge que tout le monde connaît, c'est-à-dire que le diagnostic soit le même, devant le même tableau clinique, qu'il y ait une fiabilité entre deux cliniciens qui fassent le même diagnostic. Le DSM-3 a contribué à créer une nouvelle langue, dont le but avoué était de rendre caduque, de remplacer les langues de Babel de l'ancienne clinique, inutilisables pour une recherche pharmacologique ou une épidémiologie à visée universelle, comme l'exigent les critères de la science. Cette langue, qui se voulait la plus pure possible, s'est fondée sur une base logico-positiviste et une validation statistique. L'ambition de la task force du DSM-3 était de créer un langage scientifique commun aux psychiatres et aux praticiens de la psychiatrie en général. Leur arme principale était l'athéorisme, ça a déjà été souligné, conçu comme neutralisation, j'insiste, des philosophies, des théories, des idéologies qui avaient cours dans le champ psychiatrique et au sein des traditions cliniques. On parle à juste titre de l'élimination de la psychanalyse. En réalité, l'objectif était de ne tenir compte d'aucun système théorique, quel qu'il soit. Mais cet objectif purement pragmatique et opérationnel s'est transformé en imposture, car le combat pour imposer l'athéorisme a produit, peut-être à l'insu des concepteurs du DSM, un glissement fatal. Le langage DSM s'est vu proclamé scientifique ou autoproclamé scientifique et en opposition aux idéologies considérées comme non scientifiques. Ce changement était prévisible avec le développement de l'evidence-based medicine, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui a constitué un redoutable pouce à la science, comme le disait Lacan. Alors le logico-empirisme a promu une neutralité idéologique qui existait déjà dans d'autres classifications psychiatriques plus anciennes, et un supposé athéorisme en privilégiant exclusivement l'opérationnalité dans la démarche diagnostique. Peu importe, ou presque, la validité des catégories. Cette option opérationnaliste, empruntée à la recherche, est à l'origine des dérives que l'on constate quelques 40 ans plus tard, car ce forçage opérationnaliste s'est vu incapable d'endiguer 3 phénomènes inflationnistes que certains désignent sous le nom d'épidémie. Et je rejoins là-dessus Steve Demazeux, le DSM n'est pas le seul responsable, bien sûr. Donc, un des phénomènes inflationnistes, l'un est interne à la méthodologie DSM, du fait du manque de sensibilité des catégories, inaptes à différencier les entités morbides, en particulier chez l'enfant, d'où une inflation, une épidémie inédite de la comorbidité. Les enfants présentent presque tous des tableaux composites, si l'on s'en tient aux seules descriptions comportementales, avec des dépressions, une agitation, une hyperactivité, une opposition qui sont mélangées à des degrés divers, ce qui rend les études cliniques randomisées et les corrélations de la neuroimagerie particulièrement difficiles à interpréter. Les 2 autres phénomènes inflationnistes sont externes à la méthodologie DSM. Tout d'abord, l'inflation des diagnostics NOS, Not Otherwise Specified. Ça veut dire qu'ils ne sont pas véritablement, on ne trouve pas véritablement de catégorie où mettre le tableau clinique que l'on voit, et on met donc NOS, dont la particularité est d'exposer au grand jour le décalage entre des catégories issues de la recherche et celles issues du terrain clinique. Pour pallier à ce fossé, le DSM-5 a généralisé l'idée de spectre autistique, spectre bipolaire.
avec l'avantage de réinjecter du dimensionnel dans le catégoriel. Pas de solution de continuité claire entre le normal et le pathologique, qu'Alan Frances appelle de ses voeux, mais un continuum qui implique, pour déterminer les seuils d'inclusion dans les catégories pathologiques, la généralisation de la notion d'excès. Les termes souvent, les termes comme fréquemment, dans les items en témoignent. D'où un retour implicite et non avoué du subjectif et du contexte dépendant. Par exemple, pour l'hyperactivité, le fameux TDAH, un seuil de tolérance déterminé par des items tels qu'un enfant qui s'agite souvent ou qui interrompt souvent les conversations des adultes ne peut être confondu en aucun cas avec un seuil biologique. Le décalage entre la recherche et la clinique en psychiatrie est un immense problème. Sait-on par exemple que 70% des patients de la clinique ordinaire ne seraient pas inclus dans les études cliniques randomisées? Le DSM-5 n'a pas réalisé la deuxième série d'études sur le terrain qui était prévue après le retour inquiétant de la première série. Ce renoncement serait dû, paraît-il, à des raisons budgétaires, dit-on. Ce ne sont pas les seuls, à mon avis. Le troisième facteur inflationniste, plus complexe que les précédents, est constitué par ce que j'appellerais l'impact de la langue du DSM sur le public et le contexte sociétal dans lequel elle est reçue. C'est l'inflation des étiquettes. Le diagnostic psychiatrique n'est plus ce qu'il était dans les années 70, quand j'étais jeune psychiatre, c'est-à-dire globalement négatif et stigmatisant. Son usage social s'est étendu. Il sert d'entrée dans des bases de données grâce à Internet. Il sert d'ouverture de droit. Il sert d'identité, de login pour participer à des forums. Il sert de carte de membre d'associations d'usagers. Il met fin à l'errance parfois et soulage. Il a un effet placebo, avec l'espoir que la médecine peut guérir, etc. La langue DSM a déplacé les lieux d'expertise des cliniciens vers le texte du manuel, DSM, puis de ce manuel vers les parties prenantes aux décisions de santé publique, dont les associations d'usagers, d'où l'existence de multiples filtres prédiagnostiques, comme les enseignants, les médias qui font des émissions sur des pathologies, les intervenants judiciaires, éducatifs et sociaux. Le public s'est emparé des catégories du DSM. Je reçois de plus en plus de névrosés qui s'auto-intitulent bipolaires, aspergés, TDAH, de parents d'enfants supposés hyperactifs, supposés autistes. Le public rejette les diagnostics considérés comme stigmatisants, psychose, schizophrénie, avec des campagnes pour changer les appellations. Est-ce un retour du sujet et de ses effets subversifs dans cette langue qui se voulait parfaite et à la disposition des bureaucraties sanitaires et de leur médico-économie? En tout cas, pourquoi pas? Ce serait une bonne nouvelle. En tout cas, les administrations risquent de s'affoler devant les chiffres alarmants d'augmentation de la prévalence que l'on constate. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier les intérêts puissants de l'industrie pharmaceutique et les chiffres de profit qui gonflent l'inflation des diagnostics. Mais il y a aussi la globalisation que l'on connaît qui semble rendre les sociétés moins tolérantes aux excès et aux écarts de comportement, avec une vision plus surmoïque des jouissances et leur médicalisation. Mais la cause première, pour ne pas dire principale, de cette inflation est à chercher dans la méthode DSM. Ces principes épistémologiques consistant à s'éloigner de la recherche de validité des catégories dans l'attente d'une validation espérée par les marqueurs biologiques qui ne vient pas. On crée une langue sans référent, dont se sont emparés les usagers de cette langue, où une langue sans référent tourne court, sauf à ce que les usagers, non plus de la psychiatrie, mais de cette langue en l'occurrence, y ajoutent leur propre référent. D'où une langue particulièrement ouverte au mésusage. Une langue dont les modes, Neuromania, par exemple, les normes sociales, l'administration, les labos, le consensus fixent les référents. Cette impasse épistémologique, elle est structurelle. Ou est-elle structurelle, comme le pensent certains, ou suffirait-il d'y ajouter quelques référents de validité ou de normes pour y pallier? C'est un débat, je prends parti, elle est structurelle. Deuxième point, l'usage des sciences statistiques. Les statistiques sont déjà utilisées en psychométrie de longue date. Binet, Simon, n'ont pas attendu Robert Spitzer et le débat entre le qualitatif et le quantitatif. Mais le DSM-3 a élevé la statistique à un niveau de référentiel incontournable pour des raisons déjà évoquées, la fidélité interjuge. Le coefficient kappa est passé d'indicateur statistique à celui de concept constructeur du champ psychiatrique clinique. Cette pensée mathématique visait à donner une respectabilité scientifique à la classification, mais elle a servi à construire des données, à matérialiser des entités qui n'étaient que des chimères, à donner l'illusion d'un patient épistémique
élaboré à partir d'un patient empirique, à s'élever au-dessus du descriptif. Sans prêter une toute-puissance aux instruments statistiques, il convient de leur donner une place à la manière dont Bourdieu, pour lequel j'ai une immense estime, l'a fait pour la sociologie et son analyse des correspondances multiples. Nous devons refuser l'idée d'un modèle mathématique qui assimilerait la clinique psychiatrique à une science de la nature. Mais nous devons refuser aussi l'idée d'une spécificité particulière de la psychiatrie qui introduirait l'usage des instruments mathématiques en clinique. L'utilisation des modèles statistiques est une opération d'objectivation qui aurait le mérite de faire apparaître la structure des relations entre les catégories, mais elle est très pauvrement utilisée dans le DSM. Il nous faut trouver un instrument, un modèle mieux adapté à la spécificité de nos objets, les pathologies mentales. En conclusion, c'est avéré avec le DSM 3, 4, 4R, 5 que la plupart des pathologies mentales sont des constructions sociales, avec des parties prenantes. Il y a évidemment au sein de ces constructions sociales des invariants. Et ces invariants, je les appellerais des voies finales communes. Des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui n'ont rien à voir dans leur histoire, qui ont chacun une spécificité, qui ont chacun subi des choses très différentes, finissent dans une voie finale commune que l'on appelle, en recueillant un certain nombre de signes, schizophrénie ou état dépressif majeur. Mais c'est une voie finale commune. On ne peut pas la traiter uniquement en tant que voie finale commune. Il faut remonter dans l'histoire du patient, dans son contexte, dans les raisons pour lesquelles, voire, comme le disait très justement Marie Curie, on lui permet de faire du narratif sur ce qui lui est arrivé, de donner des significations, du sens à ce qui lui est arrivé. Il faut se rappeler à quel point l'ancienne clinique, qui n'est pas complètement désuète, avait une culture du symptôme, considérée comme un signe. Je le dis franchement, il n'existera jamais de classification idéale, tout dépend de leur usage, pourquoi elles sont faites et qui s'en sert. Et surtout, il faut éviter, nous ne classons pas les sujets, nous classons les cas cliniques, nous classons pour comprendre, pour essayer de comprendre. Mais dès que l'on passe de la classification à l'ontologisation, à l'antification, à ce moment-là, on passe effectivement la barrière éthique qui devient inacceptable. Merci de votre attention.